Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, vous avez été prévenus. Et donc, alors, donc voilà, comme je disais, grâce au chat, vous pourrez poser vos questions et on va répondre à un maximum de questions. Et vous pourrez nous contacter ultérieurement si voilà, vous n'avez pas eu toutes les réponses. Quelques mots très rapidement de présentation de l'ANIA pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne peuvent pas participer à nos réunions et nos groupes de travail. Donc l'ANIA représente 32 syndicats métiers et 15 associations régionales qui sont représentatives de plus de 17 000 entreprises alimentaires de France. L'agroalimentaire, c'est le premier secteur économique en France avec un chiffre d'affaires de 180 milliards d'euros et le premier employeur industriel avec plus de 427 000 salariés. Donc, la mission de l'ANIA, c'est représenter, informer et accompagner les entreprises agroalimentaires en France avec comme priorité toutes les actions pour une alimentation saine, sûre, durable, la recherche, l'innovation, l'international, l'export et l'aspect industrie-commerce, donc les relations commerciales, sujet dont je suis en charge à l'ANIA avec Marie Buisson qui participe à la conférence également, qui est responsable juridique, et avec le support d'Éric Phipps, directeur commercial, de Nicolas Gentil, avocat, et Philippe qui intervient également aujourd'hui, qui anime un certain nombre de formations à l'ANIA. Donc, sur le sujet des relations commerciales, pour replacer le contexte, donc, on a en France 450 000 producteurs agricoles environ, plus de 17 000 entreprises industrielles et au final, au niveau de la distribution, si on tient compte des alliances entre les enseignes, on a 4 centrales d'achat principales, ce qui implique un rapport de force qui est nécessairement déséquilibré. Mais on dispose en France d'un cadre juridique et réglementaire qui comporte des outils et quand on les connaît bien, ces outils peuvent vraiment permettre d'identifier les leviers pour mieux négocier, avoir plus de billes d'outils pour négocier les conditions de la grande distribution, identifier les mauvaises pratiques. Et donc, la recommandation CEPC dont on va parler aujourd'hui est un outil parmi d'autres. Sur ce cadre juridique, c'est également l'objectif des formations que l'ANIA dispense, donc des formations ANIA aux négociations commerciales et aux négociations logistiques. Les prochaines dates, donc c'est les 2 et 3 septembre pour les négociations commerciales et les 15 et 16 septembre pour les négociations logistiques. Si certains d'entre vous sont intéressés, il reste quelques places. Et c'est également, parmi les autres outils, on a le fameux guide des relations commerciales de l'ANIA, donc qui a été publié l'année dernière avec le support de Nicolas Gentil, qui est toujours d'actualité, qui est à jour d'Egalim et qui présente le cadre réglementaire sous forme de fiches pratiques. Donc sur l'impact de la crise Covid et la genèse de cette recommandation CEPC, donc vous êtes tous bien placés pour savoir quelles ont été les conséquences de la crise sanitaire qui ont impacté directement les entreprises alimentaires et qui ont bouleversé des accords commerciaux qui venaient à peine d'être signés, certains ayant été signés à la date limite du 1er mars. Donc, on a une chaîne logistique alimentaire qui a dû faire face en quelques semaines à des bouleversements extrêmes avec des achats de précaution des consommateurs, un report de la consommation hors domicile sur la consommation sur les achats GMS. Et donc, en fait, voilà, des flux logistiques qui ont été totalement modifiés en quelques jours. Et donc, l'ANIA s'est organisée en cellules de crise, en lien quotidien avec les ministères, les pouvoirs publics, pour trouver des mesures, des solutions qui ont été prises au jour le jour pour assurer le transport des produits alimentaires qui bénéficiaient, qui étaient parmi les seuls produits à bénéficier d'une exception de circulation. Donc, cette situation a amené les fournisseurs à réfléchir aux différents mécanismes commerciaux et juridiques pour faire face à cette crise. Et dans ce contexte, la commission d'examen des pratiques commerciales s'est auto-saisie pour prévenir les litiges qui pourraient survenir à l'occasion de cette crise, avec dans l'objectif de sortir rapidement une recommandation pour guider les professionnels concernés sur les modalités d'application des contrats en cours. Donc, en tant que membre de la CEPC, j'ai eu la chance de représenter l'ANIA dans ces discussions. Et pour cela, en binôme avec Muriel Zevaco, qui est directrice juridique du groupe Bell et qui nous écoute aussi aujourd'hui.
Donc voilà, je pourrais faire part de certaines discussions qui ont pu avoir lieu et qui ont été évidemment très, très tendues avec les distributeurs. On est jusqu'au dernier moment, en fait, on n'était pas sûr de signer cette recommandation parce que l'objectif, c'était vraiment d'avoir un outil opérationnel pour les entreprises. Le texte qui en résulte est évidemment pas parfait. C'est un texte de compromis, comme toute recommandation de la CEPC qui est prise à l'unanimité. En tout cas, ce qu'on peut vous en dire à ce stade, c'est que lors de la réunion du comité de suivi des négociations commerciales, les ministres de l'Agriculture et de l'Économie, lors de cette réunion donc, qui s'est tenue avant-hier, ont indiqué qu'ils seraient très attentifs aux suites de la gestion de crise Covid et notamment qu'ils devraient être tenus compte de cette recommandation dans la gestion de l'après-crise dans les relations entre fournisseurs et distributeurs. Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on vous décrypte aujourd'hui cette recommandation CEPC. Comme on est très nombreux et dans tous les cas, lors des commissions groupes de travail de l'ANIA, on est très vigilant quant au respect des règles de concurrence qui vont vous être rappelées par Maître Nicolas Gentil dans tous les cas. Et puis, je laisse maintenant la parole à nos trois intervenants qui vont également se présenter. Voilà, bon webinaire à tous. Merci Valérie. Philippe, tu veux que j'attaque par les règles de concurrence peut-être? Je vois juste ta tête qui bouge en tout petit, mais je me dis que c'est bon. Je la vois bien. Non, oui, simplement, effectivement, vous savez que les éléments dont on va parler aujourd'hui peuvent toucher des éléments sensibles, bien évidemment, votre entreprise, votre stratégie. Donc, dans les questions que vous allez poser, Philippe va vous donner quelques indications sur le fonctionnement. Voilà, faites attention, bien évidemment, à ne pas transmettre d'informations sensibles. Si vous jugez que ces informations sont sensibles, à ce moment-là, vous pouvez les transmettre directement aux intervenants sans partager avec tout le monde. Mais Philippe va effectivement vous évoquer ça. Et nous, bien évidemment, à travers les questions, on fera attention à, bien évidemment, surveiller cela et faire attention qu'il n'y ait aucune infraction au droit de la concurrence parce que l'ANIA, et c'est normal, il tient beaucoup à travers ces échanges. Voilà, Philippe, je te laisse la parole. Merci. Je pense qu'on devait se présenter dans juste une question pratique. Effectivement, n'hésitez pas à partager sur le chat comme on vous l'a indiqué. Ça nous permettra à nous de regarder les questions ou les commentaires qui sont posés et puis éventuellement de pouvoir les reprendre. Puisque compte tenu du nombre de participants, vous n'aurez malheureusement pas la possibilité de prendre la parole. Nous pouvoir les reprendre, certaines d'entre elles, pour pouvoir alimenter cette heure que nous passons ensemble. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à midi. On va, je pense, rapidement se présenter. Pour moi, donc, je suis consultant, je suis coach professionnel et je m'occupe très souvent de la relation entre fournisseurs et distributeurs et j'ai la chance d'intervenir notamment aux côtés de Nicolas et avec la coopération d'Éric et de Valérie et de Marie auprès de l'ANIA. Voilà, peut-être qu'on va passer la parole, je vais passer la parole à Éric pour qu'il se présente peut-être. Éric Phipps, je suis consultant externe pour l'ANIA et principalement pour tout ce qui est tous les aspects commerciaux, donc en lien bien sûr avec Valérie, Nicolas et Philippe pour toutes les questions commerciales. Nicolas? Oui, merci Éric. Nicolas Gentil, je suis avocat, je m'intéresse particulièrement aux relations fournisseurs-distributeurs. En fait, dans mon activité, j'accompagne les clients tout au long des négociations, de la préparation jusqu'à la conduite des négociations, la signature des contrats, l'exécution. Et puis, j'ai la chance aussi d'en accompagner certains, voire d'en représenter d'autres lors des négociations avec les distributeurs. Philippe? Oui, on va reprendre le programme. Du coup, c'est moi qui attaque avec le rôle de la CEPC et le poids des recommandations qu'avait commencé à évoquer Valérie. Finalement, qu'est-ce que c'est que cette CEPC? C'est la commission d'examen des pratiques commerciales. C'est une instance dite consultative, donc qui est consultée régulièrement, qui a pour vocation
de veiller à l'équilibre des relations entre producteurs, fournisseurs et revendeurs. Et l'équilibre de relations au regard du cadre réglementaire, de la législation en vigueur. Alors, sa particularité, c'est qu'elle est composée d'un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs, mais aussi des parlementaires, de magistrats, de fonctionnaires et puis de personnalités dites qualifiées. C'est donc une composition paritaire. Donc, ça en fait finalement, cette CEPC, ça en fait un arbitre impartial de la relation commerciale. Elle rend des avis concernant la plupart du temps la conformité au droit, au cadre réglementaire de la pratique ou des documents dont elle est saisie. Chaque entreprise a la possibilité de saisir cette CEPC en lui posant directement des questions. Vous pouvez d'ailleurs consulter le site si vous ne le connaissez pas encore pour regarder l'ensemble des questions qui ont été posées depuis sa création, depuis son démarrage, et puis les réponses qui sont apportées par cette autorité. Donc, elle émet des recommandations aussi d'ordre plus général concernant notamment le développement des bonnes pratiques dans une vision plutôt constructive. Et pour ce qui me concerne, puisque un de mes métiers, c'est d'être expert en négociation intégrative, en fait, ce que met en place la CEPC, elle est vigilante sur le fait que les relations entre les acteurs de l'économie soient équilibrées, soient plutôt saines, de bonne foi. On verra ces notions un peu plus tard dans notre œuvre. Donc, elle a aussi la possibilité de s'autosaisir. Donc, c'est ce qu'elle a fait avec la recommandation dont nous parlons aujourd'hui. Voilà. Les recommandations n'ont pas d'autre pouvoir que ceux accordés à un arbitre de la relation commerciale. Donc, il est important que chacun d'entre nous ait conscience que c'est à lui, finalement, d'utiliser ces recommandations dans la situation et dans le contexte qui est le sien et qui est celui de son entreprise, et avec l'habileté et la bonne intelligence qui est nécessaire. Valérie l'a précisé tout à l'heure, cette recommandation a quand même une spécificité, c'est qu'elle a été reprise, en tout cas nommée récemment là, lors de la réunion du 28 juillet, par les ministres de l'économie et de l'agriculture. Donc, le gouvernement insiste sur le poids finalement de la CEPC, en tout cas de ses recommandations, et sans doute d'un point de vue politique sur l'intérêt qu'ont les acteurs de la relation, fournisseurs et distributeurs, à être très attentifs au respect de cette recommandation, indépendamment de son caractère quelque peu, que certains pourraient juger quelque peu général. Voilà. Un point important aussi, c'est que, donc on vous l'a dit, je viens de vous l'évoquer, cette CEPC est une commission paritaire et dans ses statuts, elle devait prendre ses avis à majorité. Or, la commission a pris l'habitude finalement de prendre ses avis à l'unanimité. Et c'est un point important, ça veut dire que lorsque vous utilisez cette recommandation dans le cadre de vos relations, il est important de préciser avec vos interlocuteurs que cette recommandation a été adoptée à l'unanimité, y compris avec les représentants des distributeurs, y compris avec les représentants de toutes les parties prenantes impliquées dans la relation. Voilà. Voilà, sur ce point-là. Est-ce qu'on commence ? Oui, peut-être Philippe, on peut ajouter aussi, parce que c'est un élément qu'on évoque beaucoup lors de nos formations. Et comme tu l'as dit, c'est pour souligner ce point-là, je trouve vraiment intéressant que les négociateurs aillent plonger dans le site de la CEPC pour regarder ce qu'il y a. Finalement, il y a beaucoup de questions auxquelles il a été répondu. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles les interlocuteurs peuvent se retrouver et qui peut les aider. Et donc, nous, une recommandation qu'on peut faire, ce serait finalement chaque année de parcourir les recommandations, les avis, et puis de se dire finalement, qu'est-ce que je peux en extraire qui peut être utile à ma relation avec les clients, parce que malgré tout, à chaque fois qu'on va produire un élément qui a été réglé, discuté, traité par la CEPC, on vient dire, voilà ce que nos instances représentatives, et donc celles qui représentent votre entreprise, comme celles qui représentent mon entreprise, ont statué sur ce sujet-là. Et ça peut vraiment être intéressant
de s'inspirer de ça au cœur de la négociation. On pourrait même imaginer finalement avoir une sorte de boucle de travail avec les textes du Code de commerce qui s'appliquent et également les extraits des avis et des recommandations de la CEPC que je peux utiliser avec les commentaires que je me suis fait et je peux très bien partager là-dessus. Voilà, donc c'est important parce que on a tendance, nous, à avoir une tradition où on pense que finalement, il n'y a que la loi qui compte, un peu la jurisprudence. Là, on est plutôt dans de la soft law, mais ce que nous rappellent les ministres aussi, c'est qu'une loi, c'est très long et très compliqué à mettre en place. Autrement dit, on voudrait essayer de traduire ce qu'il y a dans cette recommandation de la CEPC aujourd'hui dans une loi, et on sait qu'on est parti pour 1 an à 1 an et demi de discussion. Et au bout d'1 an et demi, il y a encore quelques mois d'application. Et ça veut dire que on a presque un délai de 2 ans qui court entre le moment où on se saisit d'un sujet, le moment où le législateur se saisit d'un sujet et le moment où il sort. L'avantage de la CEPC, et là la discussion a été assez longue, mais l'avantage de la CEPC, c'est effectivement de pouvoir produire quelque chose de beaucoup plus rapide. Et c'est pour ça que les ministres, et Valérie me le rappelait quand on échangeait ensemble, c'est pour ça que les ministres s'appuient là-dessus, parce qu'ils savent que la loi n'est pas une réponse suffisante, ne serait-ce que par le décalage temporel. Et au moment où sort la loi, on est déjà face à d'autres problématiques. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on voulait insister vraiment sur cette recommandation. Ce n'est pas juste une petite déclaration au passage, mais c'est vraiment quelque chose avec un contenu fort. Alors, comme le rappelait également Valérie, bien évidemment, c'est jamais totalement satisfaisant et c'est éloigné de la proposition qui était faite au départ par les représentants des industriels, mais malgré tout, un contenu qui peut vraiment être utile dans le cœur de la négociation. Oui, tout à fait. Et donc, ce qu'on disait aussi, c'est que le cadre réglementaire, d'une manière générale, il est important de le mettre en jeu dans la relation, puisqu'il devient un arbitre de la relation. Hein, ça fait partie des règles de la relation commerciale. Comment on va appliquer ensemble les éléments du cadre réglementaire. Cette recommandation fait aussi du coup partie, et ça ne serait pas inintelligent de la part des acteurs de la relation commerciale de pouvoir partager avec leurs interlocuteurs finalement le contenu de cette recommandation. Et puis au-delà du contenu, également avec le contenu, le communiqué de presse qui a été proposé, qui a été envoyé par les membres du gouvernement suite à cette réunion du comité de suivi des relations commerciales. On parle du contenu de la recommandation du coup ? Oui, alors juste une petite introduction pour ce contenu et puis après je vous laisserai la parole sur les aspects logistiques et commerciaux, juste pour rappeler le contexte. Hein, tout le monde est au courant, mais on est finalement sur un contexte où il y a eu une intervention législative, hein, puisqu'il y a eu un état d'urgence sanitaire, vous savez, qui s'est arrêté le 10 juillet. Il y a même eu une intervention spécifique sur un certain nombre d'aspects des contrats à travers les clauses pénales. On traitera de la question des pénalités, mais ce n'est pas pour autant le cœur du sujet. Et en fait, cette recommandation, elle s'inscrit dans le fait que dans des périodes comme celle-là, la loi ne peut pas tout prévoir. Et en fait, ce que la loi a prévu, ce sont si on prend l'exemple des pénalités, des choses extrêmement générales. Voilà. Et on ne peut pas attendre d'une loi qui va aussi bien s'appliquer à la construction d'un immeuble qu'à la vente de produits PGC. On ne peut pas attendre qu'elle règle toutes les situations. Et en fait, l'objectif de la recommandation, c'est de dire, voilà, nous, on peut vous aider au moins à dresser les pistes effectivement de ce qu'on peut attendre. Déjà en faisant un premier constat hein, qui est d'un côté la panique d'achat pour certains produits, de l'autre côté des produits délaissés, des pans entiers de l'économie qui se sont arrêtés. Je pense au CHR, ce n'est pas un arrêt total, c'est un quasi-arrêt. Et donc, l'objet de la recommandation, c'est vraiment de guider les professionnels concernés dans les difficultés d'application du contrat. Voilà, alors, il y a un certain nombre de rappels, et ce n'est pas plus mal comme ça. Certains diront, oui, mais finalement, sur pas mal de pages, la CEPC, elle ne fait que rappeler la loi. On va dire qu'en la matière, nous qui faisons beaucoup de formations sur le sujet, c'est jamais trop. Hein. Voilà, on n'est jamais trop. C'est rare qu'on puisse se dire, oui, on connaît trop de choses sur ce sujet-là, et donc c'est un bon rappel de rappeler ça, et puis aussi d'essayer
donc de rappeler ces règles générales et d'essayer de les adapter au contexte très particulier de la relation fournisseur-distributeur. Pourquoi? Parce que c'est une des rares relations commerciales qui existent où il y a un contrat écrit obligatoire, que ce contrat écrit il a une durée obligatoire, que les périodes de négociation sont encadrées, que la remise de l'offre est encadrée. Et à un moment, il fallait dire, bah oui, mais finalement, ce contexte particulier par rapport à cette situation du Covid, bah, comment on peut l'appliquer. Et puis, ce qui est pas mal, on en dira deux mots, mais c'est de rappeler en premier lieu le principe de loyauté et de bonne foi dans la négociation, parce que dans un contexte comme celui-là, bah, le principe de loyauté et de bonne foi peut peut-être nous conduire, par exemple, à ne pas appliquer les contrats, comme on aurait dû les appliquer, à ne pas exiger forcément de nos partenaires la même chose qu'on pouvait exiger avant la crise, de tenir compte de la situation. Et ça, c'est vraiment un grand mérite de cette recommandation. Alors après, on va passer effectivement aux aspects logistiques et commerciaux, donc au cœur des recommandations de la CEPC. Eric, je te laisse la parole. Oui, en fait, concernant les aspects commerciaux et logistiques, la Commission encourage en fait les partenaires commerciaux sur 4 points. Le premier, c'est à ne pas revenir sur la suspension des pénalités admises expressément depuis le début de la crise sanitaire et à constater leur annulation. Tous les distributeurs n'ont pas eu la même attitude. Certains ont eu une attitude un peu plus, si je puis dire, responsable, ont tenu compte de la crise et des événements particuliers. D'autres ont été un petit peu moins, si je puis dire, comment trouver le terme? Disons qu'ils ont appliqué des pénalités et n'ont pas tenu compte forcément des circonstances de certains fournisseurs. Donc, la Commission rappelle à ce niveau-là qu'il y a une période et il y a une suspension des pénalités. Le deuxième point, c'est la Commission rappelle à mettre en place le plus rapidement possible les démarches de progrès spécifiques à la sortie de crise, en prenant en considération les éléments conjoncturels et la situation des fournisseurs et des distributeurs au cas par cas. Ça fait l'objet de discussions. Alors, les discussions, elles ne doivent pas commencer, bien évidemment, au mois de juillet ou au mois de septembre. Il est à espérer que depuis le début de la crise, il y ait pu y avoir entre fournisseurs et distributeurs des échanges réguliers, des constats réguliers sur la situation, sur les conditions particulières qui peuvent être des conditions rencontrées aussi bien par les industriels que par les distributeurs. Et là, ce qui sera nécessaire de faire maintenant, c'est un constat, faire un bilan et de partager ce bilan avec l'objectivité qui s'impose. Le troisième point, c'est à s'accorder sur un suivi individualisé des taux de service, en accompagnant le retour à une situation normale d'aménagement, prenant en compte évidemment d'éventuelles variations de volume dans les commandes. On sait que certains distributeurs, quand il y a une période de pénurie, quand il y a une période en fait de non-disponibilité à 100% des commandes, ont plutôt tendance à augmenter leurs commandes, leur niveau de commande, histoire de dire, pour être très direct, tout ce que je pourrais avoir, plus j'en commande, plus j'en aurai. Bon, c'est pas tellement la règle qu'il faut adopter. Il faut adopter une règle d'équité, aussi bien dans la prise de commande de la part des distributeurs que dans la répartition des quantités livrées au niveau des industriels. Le dernier point, le quatrième, c'est assurer une transparence de l'information. Ça, c'est absolument important. Sur les éventuelles difficultés à honorer les commandes en mettant en place un mécanisme d'alerte dans les délais préalablement déterminés entre les partenaires commerciaux. Ça fait partie des échanges nécessaires entre partenaires commerciaux, entre distributeurs et industriels. Si les fournisseurs ne sont pas en mesure de livrer les produits commandés, cette information permet aux distributeurs de trouver des solutions alternatives pour leur approvisionnement et donc de limiter l'impact de ruptures éventuelles en linéaire à l'égard des consommateurs.
Donc, concernant les aspects commerciaux, la CEPC émet des recommandations très spécifiques concernant 3 choses. Le retour à l'assortiment négocié dans le cadre des accords 2020. Donc, il est évidemment indispensable à ce niveau-là qu'il y ait des échanges formels sur la base de ce qui a été formalisé dans les contrats, sur la base des assortiments, pour dire, ben voilà, moi je suis en mesure de vous fournir les produits où j'ai peut-être pas forcément la capacité, mais si j'ai la capacité, si mon produit n'est pas en linéaire, il y a un retour à ce qui a été contractualisé pour 2020. Le deuxième point, c'est évidemment le sort des innovations. À partir du moment où les innovations peuvent être mises à disposition par les industriels, il est important que les distributeurs, dans le cadre de l'accord qui a été signé pour 2020, mettent en place les innovations à discuter entre distributeurs et industriels sur les conditions de cette mise en place des innovations. Pour rappel, les innovations, il n'y a pas de période. Ce n'est pas uniquement au moins à la fin des périodes de négociation, c'est-à-dire au moment de la détermination des assortiments en magasin et du plan merchandising que les innovations peuvent rentrer. Elles peuvent rentrer pendant toute la période et la période d'automne est une période que certains privilégient aussi pour mettre en place les innovations. Le troisième point, c'est l'adaptation du chiffre d'affaires prévisionnel. Dans certains cas, les industriels peuvent avoir constaté des hausses de chiffre d'affaires ou des baisses de chiffre d'affaires. En général, le chiffre d'affaires prévisionnel est contractualisé dans le contrat, dans la convention. Bien évidemment, le chiffre d'affaires prévisionnel détermine plusieurs choses. Il détermine les acomptes et il est à ce niveau-là indispensable, en fonction de la variation qui peut être à la hausse comme à la baisse, de tenir compte de ces variations, entre autres pour la détermination des acomptes, mais aussi on sait que c'est un élément à prendre en compte pour la détermination des volumes promotionnels. Dernier point, c'est l'adaptation de l'exécution des services. Concernant les services rendus par les distributeurs, la CEPC préconise que lorsque ces services n'ont pas pu être réalisés en tout ou partie, une évaluation des modalités d'exécution ou d'adaptation des services soit établie par les parties, afin par exemple de replanifier ou d'envisager des services alternatifs, ce que certains d'ailleurs distributeurs ont proposé, d'un commun accord entre les parties. Et ça, c'est important. À partir du moment où il y a une possibilité de service alternatif, il faut que les deux parties soient bien d'accord sur le service qui sera rendu. Elle ajoute aussi que le cas échéant, il peut être procédé au remboursement ou à des compensations. Là aussi, c'est un élément qui doit être discuté entre industriel et son client distributeur. Sur ce point, il nous semble impératif d'être extrêmement vigilant, car certains services obéissent à des contraintes saisonnières fortes et le simple report peut s'avérer particulièrement défavorable aux fournisseurs. Bien évidemment, une discussion sur des produits qui sont très saisonniers pendant, si je puis dire, la période d'été, renégocier à ce niveau-là des services qui seraient rendus à l'automne, mais qui n'auraient pas les mêmes, si je puis dire, contreparties financières ou volumétriques pour l'industriel, n'est pas acceptable en soi. Elle doit être discutée et l'industriel et les distributeurs doivent se mettre d'accord sur ce point-là, sur le fait que le service qui était conclu, qui était convenu dans le cadre de la convention, est-ce qu'il est toujours réalisable? Est-ce qu'il est adaptable? Est-ce qu'il est modifiable? Ou est-ce qu'il est envisagé d'un remboursement? Voilà, ça c'est les points qui sont soulignés par la CEPC dans le cadre de tout ce qui concerne les aspects commerciaux et logistiques. Eric, je vais faire un petit complément par rapport à ce que tu as dit sur le chiffre d'affaires prévisionnel. Tu as tout à fait raison de dire qu'en plus, ça a une actualité
un peu plus récente à travers le plafonnement des promotions, puisque finalement on sait que le plafonnement des promotions en volume, les fameux 25% sont faits par rapport au chiffre d'affaires prévisionnel, et puis aussi que désormais, dans la loi, c'est obligatoire pour tous les produits de grande consommation, hors les relations avec les grossistes, où on a l'obligation, ceux que ça intéresse, c'est 441.4 en chiffres romains, qui traite le sujet avec l'obligation d'avoir l'indication dans la convention écrite d'un chiffre d'affaires prévisionnel. Normalement, dans toutes les conventions conclues pour 2020, on devrait avoir ce chiffre d'affaires prévisionnel. Ok, on passe peut-être sur le dernier point qui était dans la recommandation, qui était la médiation. Ça, c'est la troisième partie des recommandations faites par la CEPC. Alors, on sait que son vice-président, Daniel Tricot, quelqu'un qui a toujours supporté depuis très très longtemps le recours à la médiation. Et c'est intéressant de voir ce qu'en dit la CEPC sur ce sujet-là. Effectivement, elle nous dit, s'agissant de relations commerciales durables et répétées, la médiation permet aux parties de construire d'un commun accord les meilleures voies de coopération pour le futur, tout en réglant leurs désaccords antérieurs. En fait, c'est quoi la médiation? C'est très différent, du coup, bien évidemment, on va dire d'un contentieux. La médiation, c'est deux personnes qui ne sont pas d'accord, donc il y a la source même du contentieux, mais qu'on va aider à trouver ensemble la solution. Et cette solution n'existera qu'à partir du moment où les deux sont d'accord. Et nous, on a tendance à dire, ce dont on est sûr, c'est quand on a un contentieux, il y en a au moins un des deux qui n'est pas content, voire, ce qui est incroyable, les deux qui ne sont pas contents. Et normalement, en médiation, puisque ça a été accepté par les parties et qu'il y a un vrai processus d'acceptation de la situation, de bilan et ensuite de règlement du conflit existant, non seulement ça permet de régler ces éléments de conflit, mais aussi de ne pas avoir entaché la capacité à continuer à travailler ensemble, ce qui est extrêmement important, extrêmement utile, et c'est pour ça qu'il y avait ce rappel qui était fait sur la médiation, et après on dira quelques mots à la fin sur la manière dont on peut mettre en œuvre la recommandation et ce qu'on peut en dire au sujet de la médiation. Du coup, on passe à notre troisième partie dans le plan qui était les utilisations possibles de la recommandation dans les relations avec les distributeurs. Alors, c'est important d'avoir toujours en tête, Philippe vous l'a rappelé tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir absolu. Donc, on ne peut pas dire à un partenaire commercial, qu'il soit fournisseur ou distributeur, la CEPC a prévu ça, donc vous devez l'appliquer. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant que, parce qu'il n'y a pas de pouvoir absolu, ça n'a aucun pouvoir. Ce que je disais tout à l'heure, et ce qui est intéressant, c'est que la CEPC, elle rappelle les concepts de loyauté et de bonne foi. Et nous, on a tendance à dire, alors dans une expression peut-être trop sophistiquée, mais c'est vraiment les principes cardinaux du droit des contrats, c'est-à-dire c'est là-dessus qu'on doit toujours s'appuyer, la bonne foi dans la négociation, dans la contractualisation, dans l'exécution du contrat, et ça doit nous guider d'autant plus dans des périodes finalement qui sont des périodes secouées comme celles que l'on connaît. Après, la CEPC rappelle effectivement un certain nombre d'éléments sur l'existence de la force majeure et de l'imprévision. Alors, on a beaucoup écrit sur le sujet, on fait un webinaire avec Philippe, donc on ne va pas détailler ces éléments-là, mais c'est important effectivement de se dire, oui, il faut quand même que je puisse aller regarder à travers finalement la force majeure et l'imprévision, qu'est-ce que je peux en tirer? Est-ce qu'à un moment, c'est un concept que je peux mettre en avant? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est dangereux pour moi? Pas dangereux pour moi? Faut vraiment aller traiter ce sujet-là. Et ensuite, bon, la CEPC, elle énumère tous les mécanismes liés à l'inexécution contractuelle. Donc ça, c'est un bon moyen de se remémorer ça. Mais ça peut être intéressant de le lire
cette recommandation avec le stylo à côté, de se dire « Ah mais tiens, finalement, dans la situation que j'ai eue avec tel client, est-ce que ça ne pourrait pas s'adapter? Est-ce que finalement, je ne pourrais pas utiliser ceci ou cela à propos des grands principes qu'elle rappelle ?» Voilà. Philippe, tu veux faire peut-être un complément sur la question de la force majeure? Oui, c'est de rappeler quand même que cette notion de force majeure est intéressante. Je pense que tout le monde aura compris avec l'expérience du Covid que si la question de la force majeure n'avait pas encore été traitée dans les contrats, il sera temps de s'y mettre. Et pour ceux qui l'avaient fait, je pense que c'est intéressant de se poser la question et de regarder finalement dans les contrats que nous avons signés avec les distributeurs, comment a été traité ce sujet de la force majeure. Et voir dans nos CGV, est-ce qu'on a traité le sujet de la force majeure et comment on l'a traité. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est quand même de réfléchir à est-ce qu'on peut, nous, dans notre cas particulier, mobiliser cette notion de force majeure. Donc pour répondre à cette question, il va être nécessaire vraiment d'analyser, de vérifier les contrats conclus entre nous et les distributeurs, et notamment sur certains points comme les obligations contractuelles, dont l'exécution pourrait être réellement, a pu s'avérer réellement impossible. Est-ce que finalement, dans nos contrats, on avait ces obligations et parmi toutes les obligations qu'on avait, quelles sont celles qui ont été impossibles à mener à bien réellement, concrètement? Et du coup, est-ce qu'on est capable d'amener la preuve de cette impossibilité? Est-ce qu'on a des éléments concrets, objectifs, qui pourraient justifier du fait notre entreprise a été dans l'impossibilité de mener à bien ses obligations? C'est vrai aussi de faire ce bilan-là en regardant les obligations qui étaient celles de nos clients. Est-ce qu'ils ont pu mener à bien toutes leurs obligations et les interroger sur les difficultés qu'ils ont pu rencontrer à ce moment-là? Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder les clauses contractuelles qui définissent et organisent les conditions d'application de la force majeure. Bien sûr, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on dit de la force majeure et quelles sont ces clauses, comment on les a définies. Et puis le troisième point, parce que c'est pas neutre, c'est la date de signature du contrat, des contrats. La date de signature du contrat, pourquoi? Parce que on va regarder ces dates de signature au regard de la connaissance de la crise sanitaire et de ses effets réels ou prévisibles. Là, on va être sur la notion d'imprévisibilité. Donc, c'est important, sans doute, que pour un fournisseur qui aurait signé ses contrats au 1er janvier ou 2 janvier, ou un fournisseur qui l'a signé au 1er mars, cette notion d'imprévisibilité n'est sans doute pas la même. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire une évaluation contrat par contrat et commande par commande, quasiment, selon les circonstances. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir être en capacité de fournir aussi l'ensemble des éléments qui ont émaillé nos négociations, qu'on a pu formaliser à travers nos échanges, soit par courrier, soit par courriel, et qui ont montré à quel point on est de bonne foi, du coup, dans la manière de gérer et de signer nos contrats, et à quel point, pour certains d'entre nous, les conditions dans lesquelles l'activité allait s'exercer pendant cette période dite de Covid étaient véritablement imprévisibles, et que, en toute objectivité, s'il y a eu des manquements de notre part, elles peuvent s'expliquer très facilement, en tout cas très objectivement. Voilà. Oui. Nicolas, tu peux citer quelque chose? Oui, peut-être en complément, parce que je l'avais pas précisé, et en t'écoutant, je me dis que c'est aussi important de l'avoir en tête. C'est vrai cette crise, elle nous a amené à manier pas mal la question de la force majeure et de l'imprévision, ce qu'on faisait très peu. C'est juste pour rappeler que la force majeure, c'est j'ai été dans l'impossibilité d'exécuter mes obligations, donc c'est une vraie impossibilité matérielle, et cette impossibilité, en fait, elle est due à un événement qui échappe à mon contrôle, que je ne pouvais pas raisonnablement prévoir et dont je ne pouvais pas éviter les effets. Donc, c'est vraiment un mécanisme extrêmement puissant, puisque c'est le seul mécanisme en droit où on peut dire oui, j'ai signé un contrat, je le reconnais, mais je ne l'exécuterai pas, ou je n'exécuterai pas une partie du contrat et je n'en suis pas responsable. Donc, bien évidemment, il faut toujours faire attention à ce que ce dont on parle soit un véritable événement de force majeure. On peut, par exemple, imaginer que
une ligne de production ait dû être arrêtée parce qu'à un moment, il n'y avait plus la possibilité de produire. Et donc, je suis soumis à la force majeure à ce titre-là. Mais j'avais également l'obligation d'avertir mes clients sur le fait que je n'allais pas pouvoir honorer les commandes prévues. Je n'avais pas de force majeure. Alors, on verra ce que la jurisprudence en dira, mais a priori, pas d'événement de force majeure m'empêchant de les prévenir. Voilà. Donc, il faut bien décortiquer ça. Vous avez d'un côté la force majeure, c'est impossible pour moi, et de l'autre côté l'imprévision, c'est possible, mais ça coûte plus cher. On dit c'est plus onéreux. Et l'imprévision, bah, c'est plus onéreux désormais d'exécuter le contrat. Il faut donc qu'on renégocie le contrat. Et donc, effectivement, ces deux mécanismes-là, bah, il est encore temps de regarder un peu comment les mettre en œuvre. Eric ou Philippe, sur le partage de la recommandation? Oui, en fait, il y a eu une réunion qui s'est tenue le 28 juillet avec Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, et Agnès Brunier-Renaché, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Et ils ont publié un communiqué. Et ce communiqué de presse qui a suivi a rappelé un certain nombre de points, et trois particulièrement. En matière de relations commerciales, il devra être tenu compte dans la gestion de l'après-crise de la récente recommandation de la CEPC. Donc, cette fameuse recommandation qui a été publiée récemment. Et au respect de laquelle le gouvernement sera très attentif, notamment en matière de pénalités logistiques. Donc ça, c'est un point important, c'est que en ce qui concerne les pénalités logistiques, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, il y a une période où elles ne doivent pas s'appliquer parce qu'il y avait une période de crise et que ce soit industriels ou distributeurs, ont été dans la même situation. Le deuxième point que rappelle le communiqué de presse, c'est en ce qui concerne les contrôles. Les services de contrôle de la DGCRF continueront en 2020 de faire respecter la loi Egalim, un de leurs axes de travail prioritaires, notamment s'agissant des contreparties, donc ce qu'on a évoqué aussi tout à l'heure, dont les distributeurs assortissent leurs demandes de déflation tarifaire, la répercussion des variations de prix de certaines matières premières, et en ce qui concerne la prise en compte des engagements qualitatifs des fournisseurs et les pratiques des centrales d'achat, notamment internationales. Donc là encore, point important dans ce communiqué, il est fait bien sûr référence à la crise, mais il est fait aussi référence à la loi Egalim qui a été publiée maintenant, voilà 2 ans, et qui, si je puis dire, encourage et disons, réglemente un petit peu la création de valeur. Le troisième point, c'est l'importance de la médiation et annoncé dans la mobilisation de la CEPC pour identifier les actions à mener dans le cadre de la négociation de contrats portant sur des marques de distributeurs. Là aussi, la médiation, Nicolas l'a souligné tout à l'heure, la médiation, c'est en fait un recours, mais au préalable, il est important que la médiation, ce sera le dernier recours. Il ne faut pas considérer la médiation systématiquement comme une solution lorsqu'on n'est pas d'accord avec son client ou lorsque le distributeur n'est pas d'accord avec son fournisseur. La médiation, c'est la solution ultime, comme l'a souligné Nicolas tout à l'heure, lorsqu'il y a incompatibilité, lorsqu'il n'y a pas de solution trouvée entre les deux partenaires. À ce moment-là, on fait appel à la médiation pour trancher. Mais la médiation n'est pas un palliatif à la négociation. C'est simplement une prise en compte de la situation et le fait de peser le pour et le contre des arguments et de l'industriel et du distributeur et de trouver une solution amiable pour les deux parties.
Peut-être là sur je pense qu'on a fini sur la partie, Nicolas, à moins que j'ai fait Nicolas, Philippe. Oui, non, mais merci Eric. En fait, ce qui est intéressant dans cette recommandation et puis dans dans ce communiqué de presse qu'on vient d'avoir finalement, c'est qu'on voit bien l'importance politique qu'accorde le gouvernement et du coup que doivent prendre en compte les acteurs de la relation commerciale, l'importance politique de cette recommandation de la CEPC. Donc ça pourrait être vraiment pertinent, enfin, il nous paraît pertinent en tout cas, de pouvoir, pour les fournisseurs, se rapprocher de leurs clients et des distributeurs pour leur proposer sur cette base-là, sur la base de la recommandation et en partageant ce communiqué de presse, pour leur proposer d'adapter, voire de renégocier les contrats 2020 si c'est nécessaire. Donc ça va être vraiment au cas par cas, client par client et en fonction de votre contexte à vous, en s'appuyant sur cette recommandation. Et puis cette proposition pourrait être assortie d'une proposition d'un calendrier d'entretien, de renégociation, de redéfinition des clauses du contrat qui pourront être revues avec, pour un atterrissage optimum dans un premier temps. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'arriver avec un atterrissage optimum en 2020 en utilisant cette recommandation comme finalement outil de régulation et conseil de la manière dont on pourrait négocier ensemble, faire le bilan et négocier ensemble cette suite de l'année 2020. Ce qui nous paraît important aussi, c'est vraiment que les fournisseurs puissent faire un bilan objectif de l'activité du premier semestre, vraiment en intégrant à la fois les points de difficulté, les points de dysfonctionnement qui ont été occasionnés notamment par la crise sanitaire, mais aussi en étant assez objectif pour faire le point sur éventuellement les dysfonctionnements ou les difficultés qui ont été rencontrées pendant cette période et qui sont finalement indépendants de la crise. L'idée, c'est vraiment de pouvoir partager un bilan le plus ouvert possible et d'inciter et d'inviter nos clients, distributeurs à faire de même, hein, ce qu'on puisse ensemble partager ce bilan, mais en regardant ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui a mal fonctionné, mais aussi ce qu'on a pu mettre en place ensemble. Car finalement, pendant cette période, beaucoup de fournisseurs et de distributeurs, alors qu'ils ont une posture qui est plutôt face à face dans la plupart du temps dans leurs relations, se sont retrouvés côte à côte pour essayer de résoudre des problèmes. Parce que les dysfonctionnements causés par la période du Covid-19, finalement, nous a quelque part obligés à être beaucoup plus solidaires que ce que l'on est d'habitude. Et c'est peut-être aussi le bon moment de faire ce bilan et de partager finalement tous les succès qu'on a rencontrés dans la difficulté, l'agilité dont on a pu faire montre, la capacité d'adaptation, la mobilisation de nos collaborateurs, aussi bien chez les distributeurs, en magasin, dans les entrepôts, etc., que bien sûr chez les industriels. Donc, essayer de construire aussi sur quelque chose de positif la manière de continuer, d'aller de l'avant, de continuer en s'appuyant sur cette recommandation. Voilà ce qu'on pourrait peut-être proposer. Oui, alors peut-être un point, puis on va passer aux questions. Hein. Peut-être un point qu'on peut ajouter, c'est qu'il y a un élément qui est un peu au cœur et qui est toujours un élément sensible de la relation fournisseur-distributeur, qui est les pénalités. Je ne vais pas revenir sur ce que je disais. Hein. Il y a effectivement une ordonnance du 25 mars 2020, 2020-306, qui a traité de la question des clauses pénales, dont certaines pénalités font partie de manière imparfaite. Ce qui est intéressant, c'est deux choses. Déjà, premier élément, c'est que là, très clairement, la CEPC se positionne, et n'oubliez pas, avec l'accord des distributeurs, et là, essentiellement, même si les pénalités devraient être réciproques, on parle des pénalités applicables par les distributeurs, elle reconnaît qu'il y a eu un certain nombre de distributeurs qui ont suspendu les pénalités et qui ne devraient pas revenir dessus. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais pour ceux qui n'ont pas suspendu les pénalités, cela veut-il dire qu'ils peuvent les appliquer? Il y a quand même toujours cette ordonnance 2020-306 à laquelle on peut faire appel. C'était intéressant, et là, je peux le dire parce que effectivement ça a été publié, c'est que la DGCCRF s'est montrée étonnée du fait que pendant cette période-là, il puisse y avoir des pénalités et sera forcément extrêmement vigilante sur ce sujet. Voilà. Donc,
en couplant cette recommandation, l'ordonnance et une surveillance particulière de la DGCCRF, je pense que là, on a le moyen de traiter la question des pénalités. Bien évidemment, en faisant toujours attention à qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, et trouver une démarche qui est aussi légitime et compréhensible et suffisamment expliquée auprès du distributeur. Voilà. Donc, on n'a pas un texte qui nous permet de dire à 100%, il n'y aura pas de pénalité pendant cette période, c'est réglé, circuler, il n'y a rien à voir, ça c'est certain. En revanche, il y a la coexistence de ces trois éléments, ordonnance 2020-306, recommandation de la CEPC, position de la DGCCRF, qui peut nous permettre effectivement de considérer que pendant cette période-là, vouloir exécuter le contrat pile comme il a été conclu n'est peut-être pas acceptable. Et du coup, si ce n'est pas acceptable, ça peut constituer la soumission, la tentative de soumission à un déséquilibre significatif. Voilà. Donc, on a quand même une grande partie des réponses grâce à cette recommandation. Je vous propose peut-être qu'on passe aux questions, si ça vous va. Totalement. Eh bien, c'est magnifique. Alors, sur les questions, donc on a une question d'Isabelle qui nous interroge sur la possibilité, donc là c'est dans le chat, possibilité de demander un rattrapage dans le temps des produits qui ont pris du retard à la mise en place. Et sinon, on avait donc il y a une autre question qui vient de tomber. Est-ce que dans l'élaboration des recommandations a été évoqué le manque de prévision des ventes de la part des distributeurs pour mieux les servir en fonction des capacités de production? Et on a eu une autre question. Voilà, et donc en fait une autre question relayée par Marie. Quelles sont les actions possibles si un distributeur a déréférencé les produits durant la crise sanitaire Covid et ne les a pas re-référencés depuis? Voilà, 3 questions pour le moment. Je vous laisse y répondre, messieurs. Je vais peut-être répondre à la dernière question. Quelles sont les actions possibles si un distributeur a déréférencé mes produits durant la crise sanitaire Covid et les a pas remis en place? Comme on l'a évoqué tout à l'heure, le contrat, si le produit a bien été référencé, qu'il fait partie de la liste de produits dans l'assortiment contractualisé dans la convention de 2020, le distributeur a obligation d'honorer le contrat. Donc, il a obligation de remettre le produit. Il n'a pas d'alternative, sinon c'est un non-respect. Alors, je parle sous le couvert du juriste Nicolas Gentil, mais sinon c'est une non-application d'une des clauses du contrat. Pour avoir eu des échanges avec au moins 2 distributeurs et 2 distributeurs indépendants, dans les 2 cas, pour les citer, d'ailleurs Intermarché et Leclerc, dans les 2 cas, ils ont clairement dit que les produits qui étaient référencés pour 2020, les produits, s'il y avait eu une suspension de commande temporaire, ce n'était pas pour autant qu'ils ne faisaient plus partie de l'assortiment et ils s'étaient engagés à les remettre en place. Donc, à ce sujet-là, là, il faut revenir sur la recommandation et sur le communiqué de presse, puisque, en fait, ça en fait partie. Du coup, on passe à une autre question. Oui, merci Eric. Il y avait la question d'Isabelle auquel peut-être on a. Oui, tout à fait. Oui. Alors, du coup, j'avais posé, moi, en chat, une petite question à Isabelle parce qu'elle indiquait possible de demander un rattrapage dans le temps des produits qui ont pris du retard à la mise en place, mais je ne savais pas de quel rattrapage elle parlait. Donc, ça peut être un peu difficile, sauf si vous voulez répondre, hein,
Eric ou Philippe, n'hésitez pas. Si des produits qui étaient donc qui faisaient partie de l'assortiment, c'est un petit peu comme s'ils avaient été suspendus. Mais je comprends la question dans la mise en place des produits sur l'année, c'est-à-dire en fait le produit qui devait être mis en place au moment de la définition des bannières ou des assortiments par typologie de magasin. Si ces produits n'ont pas été mis en place parce qu'il y avait cette période de crise, c'est-à-dire au mois de mars, avril, voire mai dans certains cas, s'ils sont bien contractualisés dans la convention, il y a obligation de respecter la convention. Donc, il y a obligation de mise en place. Maintenant, on sait aussi que certains distributeurs, sans période de crise, ont des périodes de mise en place selon la typologie des magasins, entre l'hyper, le super ou le magasin de proximité, qui n'est pas tout à fait la même. Là, je pense qu'il faut se rapprocher bien évidemment du distributeur, mais si le produit est référencé, s'il fait partie de la convention, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas mis en place et le rattrapage doit se faire, si je puis dire, dans les plus brefs délais. Oui, je voudrais rajouter quelque chose sur ce point parce que on a beaucoup de questions qui sont, et c'est normal, hein, des questions sur des points très particuliers. Il manque un référencement, j'ai un nouveau produit, etc. Un autre a été stoppé. Je pense que c'est important de regarder le sujet de manière un peu plus large et vraiment de faire un bilan avec nos distributeurs sur finalement la manière dont on a pu les uns et les autres gérer cette période de crise. Et grâce à ce bilan, faire le point sur finalement comment on va ensemble finaliser l'année 2020. Et si on le fait de manière intelligente, cette renégociation, cet ajustement des contrats, parce que finalement c'est un ajustement des contrats, si on le fait de manière intelligente, on va aussi préparer de manière intelligente les négociations 2021. N'oublions pas que les négociations 2021 vont être bientôt là. Donc, je suis moi assez favorable à ce qu'on fasse un bilan assez exhaustif, qu'on vienne en disant, ben, écoutez, moi j'ai un petit souci, c'est qu'on avait prévu la mise en place de nouveaux produits à telle date, ils n'ont pas été mis en place dans le référencement. On peut entendre des bonnes raisons pour cela. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour peut-être pas rattraper le retard? Parce que, je veux dire, si on arrive dans une négociation en disant nous, il faut qu'on rattrape le retard et que nos distributeurs nous disent nous aussi, il faut qu'on rattrape le retard, ça va être un petit peu tendu. Donc, essayons de voir comment on peut construire ensemble plutôt que de regarder que son côté du business, si j'ose dire. Voilà. Ok, on prend une autre question. Oui, alors, question suivante. Marie. Il y avait la question de Marie. Oui, alors, quelles sont les actions possibles si un distributeur a déréférencé mes produits durant la crise sanitaire Covid et ne les a pas référencés depuis? Ne les a pas référencés depuis, pardon. Je pense que c'est un petit peu la réponse que j'ai apportée tout à l'heure par rapport à des commandes de produits qui auraient été suspendus. Dans ce cas-là, il faut revenir à la convention qui a été signée, aux assortiments qui ont été signés et faire appliquer et s'appuyer sur le communiqué de presse qui a été fait suite à la CEPC. Je pense qu'on a répondu, enfin, je pense avoir répondu à la question tout à l'heure. Ok, parfait. Alors, parmi les questions qui nous restent, donc je vous en livre 2-3. Donc, en cas de seconde vague, y a-t-il possibilité d'invoquer le cas de force majeure? Ensuite, on a une question sur la date de fin de suspension des pénalités fixées jusqu'au 11 août. Bon, en réalité, c'est le 11 juillet, mais peut-être qu'on pourrait faire un commentaire à ce sujet. Et une question donc, de Joël Brice sur le périmètre de la suspension des pénalités liées à l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020. Donc, la personne souhaite savoir si elle ne concerne que les pénalités pour manquant en retard ou taux de service ou si elle peut s'appliquer aux autres pénalités administratives. Et je pense que ça pourrait être intéressant de dire un mot sur cette ordonnance dans tous les cas.
Alors, du coup, tu en as posé tout un tas. On commence par quoi? Alors, donc je pense que les plus courtes, c'est la seconde vague sur la possibilité d'invoquer le cas de force majeure. Et ensuite, la date de fin des suspensions des pénalités, mais qui concerne aussi l'ordonnance. Donc, les deux. Donc, je dirais, oui, la question de la seconde vague et qualification de force majeure. Et après, on pourra parler des deux autres qui concernent l'ordonnance du mois de Alors, mars. voilà, très clairement, la question de la force majeure, vous m'entendez bien ou pas? Oui, très bien. Parce qu'il y a des bruits parasites. La question de la force majeure, c'est la question de l'imprévisibilité. Ce qu'on peut dire à propos de ça, c'est que même si la crise sanitaire, on la redoutait à partir du mois de février, hein, puisqu'il y avait quand même beaucoup d'alertes, notamment de l'OMS, très clairement, ce sont les mesures gouvernementales qui ont constitué le cas de force majeure. Aujourd'hui, je ne sais pas qui est capable de prévoir les mesures gouvernementales. On n'a aucune possibilité. Donc, en imaginant une deuxième vague qui n'est pas tellement notre sujet, enfin c'est notre sujet en tant qu'être humain, c'est pas tellement citoyen, mais pas tellement notre sujet en tant que fournisseur ou distributeur. Le sujet, c'est est-ce que les mesures gouvernementales qui vont être prises sont prévisibles ou imprévisibles? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut les prévoir. Donc, elles sont toujours imprévisibles. Et au moment où j'accepte, par exemple, de réaliser certaines opérations en novembre, qui peut aujourd'hui voir? Mais oui, mais on prévoit qu'à ce moment-là, il y aura un confinement doux, un confinement dur, partiel, machin, on n'en sait rien. Donc je pense qu'on est toujours dans une forme d'imprévisibilité et qui va durer longtemps. Pas du fait du virus en lui-même, mais du fait des mesures gouvernementales. Et on sait en plus que ces mesures gouvernementales, il ne faut jamais qu'elles soient annoncées à l'avance, parce qu'on crée des mouvements de panique. Donc si on dit « Ah, mais dans 3 semaines, on va confiner tout le monde », alors là, on développe encore plus le virus. Donc, elles sont toujours annoncées au dernier moment et si possible avec un certain nombre de fausses pistes pour éviter l'anticipation. Voilà. Donc, je pense que sur l'imprévision, on en aura et on en aura pour un certain temps. Peut-être sur la date de la question des pénalités, il y a deux éléments. Il y a l'ordonnance 2020-306, elle a fixé très clairement pour les clauses pénales au 23 juin. D'ailleurs, je dis 23 ou 24, ça a tellement changé que c'est l'Europe. Voilà. Mais de mémoire, c'est le 23 juin. Donc, reprise des pénalités à partir du 24 juin. Avec toujours la question de, ça va continuer à produire son effet entre la date à laquelle, par exemple, la commande a été passée, la date à laquelle je l'ai réalisée, tout ce qui s'est passé pendant cette période sanitaire. Et puis là, je vous renvoie effectivement aux présentations qui avaient été faites à l'ANIA où j'étais juridique, j'étais logistique. Il y a eu un certain nombre de slides sur le sujet. Donc, c'est 23 juin avec des effets qui vont continuer. Le 10 juillet, c'est autre chose, c'est la CEPC lie la question des pénalités à la question de la crise sanitaire de manière imparfaite. Donc, on a l'impression qu'elle dit un peu plus que l'ordonnance ou un peu plus loin que l'ordonnance 2020-306 en disant finalement cette période un peu particulière sur les pénalités, ça devrait s'appliquer pendant la crise sanitaire. Alors, elle le dit imparfaitement, on a eu un grand débat avec Valérie sur le sujet, mais on peut considérer qu'on pourrait effectivement bloquer, se dire jusqu'au 10 juillet, on est couvert, effectivement, couvert entre guillemets par la recommandation de la CEPC. Voilà, donc après, je voyais qu'il y avait une date en août. Là, je pense que c'est une date qui vient d'une vieille version de l'ordonnance qui reportait à 1 mois les effets à la fin de la crise sanitaire, mais ça a changé depuis. Voilà, n'hésitez pas du coup à demander à Valérie, si vous êtes adhérent d'un syndicat métier, les supports qu'on avait publiés, le focus pénalité sur le sujet, qui répond à ce sujet-là et qui n'a pas beaucoup été modifié, en tout cas sur la partie ordonnance. Il y avait une autre partie de la question concernant les pénalités qui était en fait, est-ce que c'est uniquement par rapport aux manquants, au retard ou toutes les pénalités en fait administratives. Pour moi, alors je ne sais pas Nicolas si tu as une adaptation ou une version différente. Pour moi, ça concerne l'ensemble des pénalités puisqu'en fait, y compris les pénalités administratives, la période de crise peut avoir bouleversé un petit peu la façon de travailler de l'ensemble de la chaîne. Donc, que ce soit
des palettes non conformes, puisque je vois, c'est entre autres, ça peut être cité, ou des problèmes en fait purement administratifs, des documents incomplets. On peut imaginer que ces circonstances et cette crise n'a pas permis toutes les conditions optimum pour pouvoir remplir une livraison correcte, aussi bien sur un support, la palette, que sur un document administratif. Voilà, ça c'est mon interprétation. Maintenant, je ne sais pas si vous avez une interprétation différente, Nicolas, Philippe. Oui, je vais venir compléter le point, et c'est tout le sujet délicat des pénalités. Je vous rappelle, c'est finalement ces deux angles de vue. Le premier angle de vue, c'est l'ordonnance qui a traité les clauses pénales. Et là, l'ordonnance, elle est très stricte dans les clauses pénales. Il faut que les pénalités respectent les conditions visées par l'ordonnance, et notamment que ces pénalités viennent sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé. Et donc ça, c'est un grand sujet, et je pense que par exemple, une obligation documentaire n'est pas une obligation qui doit être réalisée dans un délai déterminé, mais bien évidemment, là, il faut regarder contrat par contrat. Donc dans l'ordonnance, on a quelque chose d'assez strict. Dans la vision de la CEPC, et là je rejoins complètement Eric, on a quelque chose qui est beaucoup plus, pendant cette période-là, il y a dans les relations fournisseurs-distributeurs, énormément de choses ont été effectivement bousculées. Et je reprends mon exemple tout à l'heure de l'obligation documentaire. Je peux très bien dire, bon, je ne pouvais pas produire, par exemple, c'était un cas de force majeure, si j'ai envie de me soulever, je devais vous informer du fait que je n'allais pas pouvoir livrer les produits, mais voilà la situation dans laquelle je me suis retrouvé. Il y avait dans mon personnel administratif 3 cas de Covid, on a donc dû fermer, on avait une partie du travail à distance, mais qui ne nous permettait pas d'avoir accès à tous les outils, et donc on n'a pas eu la capacité de vous prévenir. Ou alors, les commandes, on en recevait 20 par jour, et là, on en a reçu 200 par jour. Et bien évidemment, ça ne nous a pas permis de pouvoir répondre à ce surcroît de commandes. Donc là, on peut expliquer, et si on ne s'en sort pas avec l'ordonnance 2020-306, en revanche, l'avis de la CEPC, là, on peut s'appuyer dessus, voilà, pénalité logique. Bien évidemment, c'est de la soft law, donc c'est beaucoup moins précis, mais à partir du moment où je peux expliquer que ce qui est arrivé n'est pas parce que je n'ai pas voulu, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas eu d'égard pour mon client, mais parce que je n'ai pas pu le faire, ça n'était pas raisonnable, c'était trop compliqué à réaliser, je pense qu'on peut vraiment s'appuyer sur la recommandation de la CEPC. Mais c'est ce que disait Philippe tout à l'heure, il faut documenter. C'est hyper important de documenter la situation précise dans laquelle j'étais. Nous, on a conseillé, notamment quand on en a discuté avec Philippe, conseillé un certain nombre de clients, d'avoir un vrai journal de bord. Journal de bord de Covid, tous les jours, qu'est-ce qui s'est passé, quelles difficultés j'ai rencontrées, un moment pour dire, voilà l'état de la situation. C'est pas si simple que ça, quoi. C'est pas juste, oui, quelques petits problèmes de distanciation, c'est quelquefois une organisation entière qui était mise à mal, et ça, je pense tout à fait qu'on peut le soulever, mais toujours la même chose, dans le cadre de ce partage avec les clients, de leur expliquer la situation, faire un bilan, comme l'a dit Philippe, de tout ce qui s'est bien passé, et puis par ailleurs, ce qu'on n'a pas pu faire et comment on le traite. OK? Merci Nicolas. Je pense qu'il est temps de clôturer ce webinaire. On a un petit peu débordé. Donc, je tiens tout particulièrement à remercier nos 3 intervenants, Nicolas, Eric et Philippe. Et puis, je remercie aussi Olivia pour la technique qui est à côté de moi et qui a bien assuré sur toute l'organisation. Donc, l'équipe communication de l'ANIA va vous adresser les coordonnées de l'ensemble des intervenants si vous avez des questions complémentaires sur ces sujets complexes et toujours d'actualité. Donc, un grand merci à tous et puis on vous souhaite à tous un bel été et à bientôt pour les prochaines réunions à l'ANIA. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir à tous.